La République démocratique du Congo et qui a accepté une explication un peu facile alors que vous étiez à la tête de l'Alliance. C'est pas du tout facile parce que d'abord, qui comptait les disparus? Ces camps étaient des camps qu'on appelle les forteresses, des camps de réarmement, des camps d'entraînement. Il y avait des armes dans ces camps. Et pendant toute cette période-là, les ONG qui travaillaient là-bas étaient impliqués dans le trafic des armes. Alors vous n'allez pas me dire, ce sont des Hutus réfugiés qui étaient dans ces camps-là. C'était des miliciens. Bon, ces miliciens se battaient et ils utilisaient ces armes pour faire quoi? D'abord les incursions dans leur pays. Et alors que nous avons commencé la bataille pour la libération, ces armes étaient utilisées contre nous. Donc les camps, les soi-disant camps de réfugiés, n'étaient pas autre chose que des forteresses militaires. Alors, qui veut poser une question sur ce point? Oui, Monsieur le Président, les Nations Unies ont désigné une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a eu certaines difficultés pour travailler dans votre pays. C'est sans doute de là que découle un des aspects où certains mécontentements de la communauté internationale ou certaines brouilles entre la communauté internationale et surtout certains pays occidentaux et votre régime. Alors, qui est-ce qui a mis des bâtons dans les roues de cette commission d'enquête? Est-ce certains membres de votre gouvernement? M. Mbaya était en charge du dossier à l'époque, ou bien est-ce que c'est à la demande de vos anciens alliés, les Rwandais? Eh bien, messieurs, je vais tout simplement dire d'abord que c'est nous qui avions invité la commission d'enquête. Là, c'est une précision. On ne pouvait donc pas mettre de bâton dans les roues à nos invités. Et cette commission d'enquête, avant qu'elle vienne, il faut voir un peu la genèse. Pourquoi est-elle venue? C'est après des accusations non fondées qu'on a attaqué les camps de réfugiés. Par qui? Pas par nos troupes, par les troupes congolaises. Et encore ce temps-là, il n'était pas même évident que les forces rwandaises avaient assassiné. Ce n'est que par après, lorsque les réfugiés s'étaient dispersés dans des brousses et sont allés dans le secteur dirigé alors par les forces armées rwandaises, que les massacres ont commencé. À l'ombre de toute attention des forces congolaises. Et quand l'avez-vous appris? Quand sont venus des chefs coutumiers de la région de l'Équateur, plusieurs mois après, pour me révéler qu'il y avait justement des massacres là-bas et que moi je disais des choses que je ne connaissais pas. Pourquoi alors, au moment où la commission d'enquête était là, les chefs coutumiers ont dit qu'ils se sont révoltés contre la présence de la commission d'enquête sur place? Alors là, justement, la commission d'enquête n'est pas allée voir les fosses communes. À Mbandaka? À Mbandaka, la commission s'est rendue dans un cimetière de coutumiers et puis a déterré des chefs coutumiers et puis ça a été un peu un mécontentement général. Mais qui a intimidé les témoins? Parce que les témoins n'osaient pas parler à Mbandaka. Il y a des témoignages qui disent que les gens n'osaient pas parler, ils avaient peur. Qui les a effrayés? Moi je pense qu'on a intimidé personne. Parce que par après ils sont venus me voir pour me parler. S'ils étaient intimidés, ils ne seraient pas venus jusqu'à mon bureau à Kinshasa. Le chef coutumier, donc les traditionnels, et le témoin qui était forcé par les troupes rwandaises de mettre dans des sacs de corps des Hutus tués, fils, filles, jeunes hommes, etc. Est-ce que vous seriez prêt à faire revenir maintenant la commission d'enquête pour qu'elle revienne dire avec force leur droit de se défendre contre ces assassins? Oui, comment est-ce que vous réagissez, vous, aux plaintes contre vous et votre entourage? Vous avez entendu ça? Oui, ça c'est plainte pour incitation au meurtre. Comment est-ce que vous réagissez, vous, sur le plan personnel? Qu'est-ce que ça vous fait sur le plan personnel? Je n'ai incité personne au meurtre. Quel meurtre? Vous venez dans un pays d'autrui, tuer les citoyens de ce pays, et vous dites, quand ils se défendent, ils commettent un meurtre. C'est un meurtre, ça. Pourquoi, lorsque l'armée rwandaise était présente à Kinshasa avec votre accord, puisque vous étiez alliés, vous n'avez pas dénoncé les pillages, les meurtres que vous dites, dont vous venez de parler à l'instant? Et pourquoi sont-ils partis si je ne l'avais pas fait? Mais ça a duré un an. Et ça a duré un an, nous étions des alliés. Et quand il y a des contradictions, on les traite entre alliés. On ne les traite pas devant des places publiques. Ils avaient fait partir parce qu'ils se comportaient mal, à votre avis? Parce que d'abord, ils ont massacré des gens sans que le gouvernement congolais sache à Mbandaka et à partir de Kisangani.
Deuxièmement, parce qu'ils s'est conduisé en pays conquis. Tuant, pillant, je viens de le dire. Et puis, ils se sont même immiscés dans la politique intérieure de notre pays. Est-ce que ça n'est pas, excusez-moi, est-ce que ça n'est pas relativement normal dans la mesure où vous avez fait appel à eux pour arriver au pouvoir, ils ont demandé quelque chose en échange? Ou vous y attendiez? Messieurs, notre alliance est une alliance d'intérêt. Comment allait-il durer au pouvoir si nous n'avions pas, nous, forces armées congolaises, maintenu les Hutus en état d'incapacité opérationnelle? Ils en avaient besoin. Et c'était de ça que nous avions parlé lorsqu'ils devaient nous laisser le temps de faire passer les armes pour rentrer aux Zaïre alors. Nous n'avions qu'une mission, chasser la dictature chez nous et démocratiser la société. Les deux, nous sommes contents de ce qui s'était fait. Mais ils ont voulu maintenant plus. Oui. Ils ont voulu être le maître de notre pays. Et ça, c'est impossible. C'est impossible. La question, mais est-ce que vous avez mal choisi, est-ce que vous avez mal choisi vos alliés? Nous n'avons pas mal choisi les alliés. Dans la politique, il y a la tactique. Et puis, c'est momentané les alliances parfois. Et lorsque ça tourne mal, chacun a intérêt, son intérêt de son côté parce qu'il sait pourquoi il a fait alliance. Je n'ai pas mal choisi mes alliés parce que c'était un bon choix. Ce sont les alliés qui ont tourné Kazakh. Et non, non. Oui, madame. Je vous parle vécu en Tanzanie pendant une année qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie avant d'entamer notre études universitaires. Honorable Présidente, je vous remercie pour la parole m'accordée, mais d'ores et déjà, je vous demande votre indulgence parce que je suis sûr que je vais dépasser les 4 minutes m'accordées. Honorable Présidente, honorable membres du bureau, honorables députés et chers collègues, comme les honorables députés qui m'ont précédé, je saisis cette occasion pour vous féliciter et vous encourager, Monsieur le Premier ministre, dans vos lourdes tâches et responsabilités qui vous sont confiées. Je félicite aussi tous les membres de votre gouvernement, notre gouvernement bien sûr, qui vient d'être appelé pour servir notre nation dans les tout premiers gouvernements après la toute première passation pacifique du pouvoir depuis 59 ans de l'histoire de notre indépendance. Honorable Présidente, j'ai une préoccupation et une proposition. Je n'ai pas de questions. C'était en 2012, lors de la présentation du gouvernement, disais-je, présentation du programme du gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo, que j'avais soulevé cette préoccupation, le recensement de la population. Je voudrais vous rappeler que les derniers recensements dans notre pays étaient organisés en 1984. Aujourd'hui, 35 ans passés. Je suis tout à fait conscient des efforts substantiels qui ont été déjà fournis dans les processus de recensement, mais on n'a pas encore obtenu les résultats escomptés, c'est-à-dire le recensement général de notre population. Certes, je suis sûr, il y a plusieurs raisons pourquoi ça n'a pas abouti. Je me souviens que cette question du recensement a été politisée en 2016. Je pense que vous devez être d'accord avec moi et ça ne nous a pas permis d'aller plus loin. Mais cette question nous rattrape aujourd'hui car le Premier ministre nous a dit dans son introduction que tous les gouvernements qui se sont succédés
ont porté chacun l'ambition de créer les conditions d'une dynamique de développement économique et social, mais que tous se sont butés à des contraintes de tout ordre qui n'ont pas permis le décollage effectif. Je peux dire, à mon humble avis, que parmi les plus grandes contraintes, c'est le manque de formation démographique fiable qui permettrait au gouvernement d'avoir les éléments clés qui sont très essentiels pour l'élaboration de politiques de développement durable, avec précision et efficacité. Honorable Présidente, en 2005, la CEI a enrôlé 25 millions d'électeurs et la CENI en 2017, à son tour, a enrôlé 46 millions d'électeurs. Si nous faisons une extrapolation sur base de normes internationales concernant le traitement des statistiques de la population, les 46 millions d'enrôlés représentent 46% de la population. C'est pour dire que l'estimation de 85 millions d'habitants comme référence que nous utilisons aujourd'hui est trop bas, vu que tous les adultes ne se sont pas fait enrôler. Et les moins de 18 ans, c'est-à-dire les enfants, sont plus nombreux. Nous pouvons dire que nous sommes au-delà de 95 millions et pourquoi pas plus de 100 millions d'habitants si nous faisons une bonne analyse. Honorable Jeannette, je vais vous demander d'atterrir. Vous avez déjà dépassé d'1 minute. Je vous prends. C'est ainsi que je me demande, je termine avec le premier point, honorable Présidente, c'est ainsi que je demande au Premier ministre de tenir compte du recensement dans son programme, vu que les jalons sont déjà posés par ses prédécesseurs et dont les services sont déjà en place et nécessitent seulement votre soutien. Vu que nous avons un gouvernement de coalition, que le Premier ministre fait tout pour dépolitiser cette question essentielle de recensement pour nous permettre d'avoir des statistiques démographiques réelles et fiables pour une planification du développement efficace et précise pour l'intérêt supérieur de notre nation. Madame la Présidente, vous me permettrez de terminer avec mon dernier point? Accordé. Merci. Solidarité féminine. Pour une fois, on n'est pas nombreuses. Honorable Présidente, merci Honorable Présidente. Je suis tout à fait d'accord et je soutiens cette nécessité exprimée par Monsieur le Premier ministre de promouvoir la réconciliation, la cohésion et l'unité nationale. À mon humble avis, le tiret 4 du point B du pilier premier, je cite, cultiver et renforcer le patriotisme et l'unité nationale est l'épine dorsale pour moi pour réaliser effectivement l'objectif assigné qui est l'amour de la patrie. Monsieur le Premier ministre, vous avez exprimé cette volonté par votre credo de redressement national à partir de la base. Et permettez-moi d'ajouter, nous devons commencer par les jeunes ou par la jeunesse. Pour ce faire, je propose au Premier ministre d'étudier les voies et moyens, de relancer et redynamiser l'expérience du service national, initiée par M. Laurent Désiré Kabila en 1997,
initié par Mzee Laurent Désiré Kabila en 1997, où les jeunes provenant des 11 provinces de notre pays, à l'époque c'était 11 provinces, avant le découpage, étaient rassemblés par groupe de 11 bâtisseurs de la nation pour partager les 5 langues nationales, la culture de notre pays et apprendre différents métiers attachés à l'agriculture. Par exemple, les jeunes qui terminent leurs études secondaires et les autres peuvent être appelés à servir la nation pendant 3 mois ou plus dans des centres, disons, de service national avant d'entamer leurs études universitaires. Honorable Présidente, je vous parle d'une expérience vécue en Tanzanie pendant une année qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie avant d'entamer nos études universitaires. Honorable Présidente, je vous parle d'une expérience vécue en Tanzanie pendant une année qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie avant d'entamer notre étude universitaire. J'étais forgé de voir et de considérer mon pays, les pays, c'est-à-dire les Congo, avant ma propre province, et la nationalité avant la tribu. C'est-à-dire, pour moi ici, ça c'était en Tanzanie, je dois considérer, et je considère le Congo avant ma province de Tanganyika, et aussi je considère que je suis congolaise avant d'être quelqu'un de ma province d'origine. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, je peux faire rapidement une parenthèse. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. Donc ça, ce n'est un secret de polichinelle. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus. N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici, ce qu'on avait demandé d'ailleurs. Monsieur l'abbé, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Et vous êtes l'un des principaux opposants et sans doute l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Donc en avançant ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Je sais, vous êtes au fait. Je suis conscient de ça. Et y compris peut-être des poursuites de la part des autorités rwandaises. Je suis tout à fait prêt. Tout simplement répondu que la personne que nous recevions sur le plateau avait le droit de dire ce qu'elle veut et ça n'engageait qu'elle. Donc je signale toujours que les autorités sont les bienvenues sur Vox Africa. Nous n'avons pas de parti, un camp comme dans l'autre. Nous, c'est tout simplement les faits. C'est d'ailleurs dommage, on aurait aimé avoir un contradicteur. Il n'y en a pas. Peut-être que lors d'une autre émission, on aura cette fois la version côté pouvoir. En attendant, c'est l'opposition. On avait pensé que c'était un cancer fulgurant dont il souffrait, mais en fait, c'était pas ça. C'était, ils ont dit nervous breakdown. Nervous breakdown, c'est que le cerveau était complètement, le système nerveux était complètement désintégré. Il ne pouvait que le placer en soins palliatifs. Donc il y souffrait beaucoup. Donc les autorités sanitaires ont constaté, les médecins ont constaté qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui, pour le sauver. C'était perdu. Alors ils ont décidé de le placer en soins palliatifs là-bas. Et puis en attendant la décision de sa famille pour le débrancher. Parce qu'ils avaient établi, et ça c'est l'information, qu'ils ne peuvent pas revenir à la vie. En fait, ils ne peuvent pas le sauver. Donc vous êtes catégorique. Le président du Rwanda actuellement est en état de mort cérébrale. C'est ça. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas ça, parce que je peux y arriver aussi, quelqu'un d'autre peut y arriver, c'est un accident de la vie. Mais le problème, c'est des conséquences politiques de cela.
C'est un président de la République en exercice